Je suis actuellement à Gumption, au Texas. Je crois que nous assistons à la plus grande découverte scientifique de l'histoire. C'est irréel. Jacob, reprenez vos esprits. Expliquez-nous ce que vous voyez. J'ai pu l'apercevoir seulement quelques secondes. Ils ont barricadé tout autour. De plus, la sécurité fait barrage, on ne peut pas s'approcher. Jacob, décrivez au mieux que possible ce que vous avez vu. Il y a un bruit. Attendez. Jacob, Quelqu'un parle, je vois une équipe de scientifiques arriver. que font-ils? Ils viennent de rentrer dans l'enceinte, ils sont à présent dans le chantier. Je ne peux plus les voir. Je pense qu'ils vont s'approcher de cette chose. Quelle chose? La découverte. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Tout ce que j'ai vu, c'est une immense masse rouge, comme si quelque chose de gigantesque se trouvait en dessous. C'était tout bonnement immense. Je vais essayer de m'approcher. Jacob, évitez de vous mettre en danger. Je veux seulement m'approcher. Non. Jacob, vous nous recevez? Nous venons de perdre contact avec notre envoyé spécial sur place. Nous suivons la situation de très près et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons... Mesdames, Messieurs, nous interrompons notre programme. Un incident majeur est en cours au Mystery Flesh Pit National Park. D'après nos informations, une section de l'organisme s'est effondrée, engloutissant plusieurs zones touristiques. Les témoins parlent de centaines de visiteurs disparus. Les secours sont actuellement sur place. Si un proche se trouve actuellement dans le parc, suivez les consignes des autorités. Au moins, je suis soulagé que le parc est fermé. Il ne faut pas s'intéresser à ce genre de choses. Donc vous êtes en quelque sorte content de l'incident qu'il y a eu? Non, pas du tout. Je dis seulement que un accident limité vaut mieux qu'un événement incontrôlable. Je comprends votre point de vue, professeur, mais comment voulez-vous que l'humanité ignore une telle découverte? Il s'agit de quelque chose d'inconnu, de nouveau. Vous savez, il faut parfois mieux laisser certaines choses tranquilles. Je ne pense pas qu'une entité titanesque apprécierait de devenir une attraction touristique, surtout pour une espèce aussi microscopique que la nôtre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts à plonger dans l'étrange histoire de cette tentative avortée. Transformer une mystérieuse masse en parc destiné aux visiteurs les plus curieux. Avant de commencer, une précision importante. Ce documentaire n'a qu'un but informatif. L'endroit est aujourd'hui strictement interdit d'accès et il n'est plus possible de s'y rendre. Alors installez-vous confortablement car nous allons ensemble découvrir l'histoire du Mystery Flesh Pit National Park. James Jackson est né à Boston en 1945. C'était un homme marquant, que certains voyaient comme un escroc, un génie, un joueur ou même un chaman d'un autre temps. Charismatique, il aimait se donner l'image d'un cow-boy de l'Ouest, bottes en cuir, chapeau de 10 gallons, voix forte et accent traînant. Fils d'une comédienne et d'un chimiste, connu ayant travaillé sur le projet Manhattan, Jim a grandi dans une famille riche et cultivée. Intelligent mais peu intéressé par l'école, il préférait rêver d'aventure. À 17 ans, après une longue dispute avec son père, il quitte la maison et part voyager dans l'Ouest américain. Il fait de nombreux petits boulots difficiles, bûcheron, ouvrier agricole, soudeur, mineur et ouvrier pétrolier. Il finit par s'installer au Texas, où il apprend la recherche de pétrole. En 1965, son père mourut soudainement et Jim hérita de 25 000 $, qu'il utilisa pour lancer sa carrière. En 1973, après avoir plusieurs fois trouvé du pétrole là où on pensait qu'il n'en existait pas, il fut surnommé le gourou du sous-sol. Installé à Midland, Texas, il dirigeait son entreprise avec énergie, passant plus de temps sur le terrain qu'au bureau, et se faisait remarquer par son instinct, son audace et son goût du spectacle. Quelques mois plus tard, à Gumption, au Texas, lors d'une excavation pétrolière, James Jackson fit une découverte incroyable, un gouffre de chair. Il comprit aussitôt l'ampleur et les bénéfices potentiels de cette trouvaille. Il contacta rapidement plusieurs connaissances et pour prouver ses dires, envoya même des échantillons. Une carrière fut aménagée tout autour de l'ouverture et les travaux commencèrent, visant à agrandir la zone et récolter des matériaux. Peu après, James adressa plusieurs lettres à un certain Colton. 24 août 1973, les choses avancent vite. La nuit dernière, vers 3 heures, nous avons atteint un nouveau record, 1800 pieds, environ 500 mètres, de descente verticale depuis la gueule. Dommage que toi et d'autres soyez trop effrayés pour venir. Être ici est une expérience unique. Ne te méprends pas, c'est difficile. Se déplacer dans cette grotte
demandent une constitution d'acier et une tête dure. Et j'ai la chance d'avoir les deux. Certains gars ont bricolé du matériel de plongée pour progresser davantage. Nous avons vu des muscles géants, des os immenses et des organes si gros qu'un camion pourrait aisément y passer. Là-dessous grouillent aussi des créatures étranges, insectes énormes, germes, vers et même un crabe gros comme un coyote que nous avons capturé avant qu'il ne s'échappe. Mardi, nous avons enterré le 3e ouvrier mort ce mois-ci. Les rumeurs commencent à enfler et j'espère que nos avocats tiendront journalistes et fédéraux à distance. On ne comprend vraiment qu'en y descendant soi-même. Nous sommes des pionniers. C'est dur, mais c'est l'œuvre de Dieu. Personne ne sait ce qu'est ce gouffre, ce qu'il mange, ni depuis combien de temps il est là. Il faudrait des médecins, des scientifiques, mais je doute qu'ils veuillent s'y risquer. Je suis reconnaissant que tu tiennes la maison pendant que je joue au cow-boy. Tu es un homme de valeur, comme on n'en fait plus. Peut-être trouverai-je un peu de cette bonté dans le ventre de cette bête. Passe le bonjour à Samantha et au bébé. Jim Jackson. PS. J'ai contacté une société à Fort Worth pour nous aider. Voici leur carte. Appelle leur géologue et transmets-lui des détails. Ils sont très compétents. Anodyne Deep Earth Mining Company. Anodyne Deep Earth Mining Company rejoignit le projet. C'est une multinationale américaine spécialisée dans l'exploration et l'exploitation en environnement extrême. D'où son slogan « Aucune montagne trop haute, aucun tunnel trop profond ». Ses domaines d'activité incluent équipement industriel et génie civil, géoréférencement et cartographie souterraine, excavation profonde, construction et fabrication, extraction de ressources, minières organiques et énergétiques, pharmaceutique et biotechnologie, logistique et chaîne d'approvisionnement, sécurité de site, solutions métaphysiques liées à des découvertes anormales et développement de logiciels. Technologiquement en avance et pionnière dans son domaine, Anodyne fit passer le chantier à une échelle gigantesque, mobilisant des moyens colossaux pour étudier ce qu'ils nommèrent le Permian Basin Superorganism. De nouveaux métiers furent créés, géobiologistes, pour analyser l'anatomie de l'organisme, biosismologues, qui avaient pour but de mesurer la taille et étudier la structure de ses parois. Et d'autres furent appelés pour compléter les recherches, biologistes, ingénieurs et chercheurs. Une mascotte fut créée pour rassurer le public, et une structure complexe fut installée dans la créature pour faciliter les allers-retours. Le reste restant confidentiel pour éviter d'attirer médias et autorités. En 1975, environ 2 ans plus tard, Anodyne invita ses premiers journalistes à visiter le site guidé par James Jackson. Certains acceptèrent l'invitation d'Anodyne, comme le journaliste Christopher Benham, qui relata sa descente dans le Dallas Morning News. Sa visite commença par un ascenseur plongeant à 2840 pieds, environ 865 mètres sous terre, au cœur de cavités de chair vivante, d'os massifs et de tissus organiques. À l'intérieur y résonnaient des bruits sourds, et l'atmosphère était étrangement oppressante. Jackson expliqua que lui et son partenaire Ortiz avaient découvert certaines zones en étant avalées par une gorge interne. Tout ça en sécurité grâce à une cloche de plongée modifiée. L'équipe avait pris l'initiative de baptiser plusieurs sections. Les explorateurs utilisaient câbles, matériel de plongée et passages renforcés. Jackson répétait souvent leur devise, ne jamais mordre plus que ce qu'on peut mâcher. Ils avaient pris l'habitude d'aménager les zones petit à petit. Benham constata la présence de vie, des créatures étranges, parfois dangereuses, qui, pour l'instant, évitaient les humains. Il conclut que la visite était fascinante et inquiétante à la fois. Jackson l'invita à revenir l'année suivante pour découvrir les nouvelles zones. Mais une autre invitée, le professeur Rachel Frost, ne partagea pas cet avis. Elle sera interrogée dans une interview et les traitera de « bande d'abrutis totalement irréfléchis, engageant dans la torture et le viol systématique de la plus grande découverte naturelle de cette génération. » Elle qualifia Jackson de cow-boy motivé par l'argent. Pourtant, quelque temps plus tard, elle rejoignit le groupe comme ventériobiologiste expérimenté. Plusieurs années plus tard, les gouvernements américains et soviétiques envisagèrent une exploration conjointe pour étudier plus efficacement le superorganisme, malgré la guerre froide. Contre toute attente, un accord fut trouvé et le projet Freefall vit le jour en 1960. À l'issue du projet, 2 options furent étudiées.
La seconde fut retenue. Intégrer le Permian Basin Superorganism au réseau des parcs nationaux américains. Il fut renommé The Mystery Flesh Pit National Park, le parc national du mystérieux gouffre de chair. En 1980, le parc ouvrit ses portes, devenant rapidement une attraction touristique majeure. Gumption, autrefois désertique, accueillait désormais des foules de visiteurs faisant la queue pour acheter leurs billets ou réserver leur place. Le parcours guidé menait à plusieurs zones spectaculaires, telles que l'entrée principale de la créature, le centre d'accueil inférieur suspendu dans une crevasse, et la forêt bronchiale du sud, une sorte de labyrinthe de chair respirante. Malgré son statut de parc, Anodyne et le gouvernement poursuivaient les expéditions. Chaque nouvelle zone découverte servait à agrandir l'attraction. C'est pile à cette période que James Jackson démissionna. Il voyait ses avertissements ignorés et considérait les projets futurs comme dangereux et démesurés. Contraire à ses principes, il préféra donc afficher son mécontentement et partir. Parallèlement, Anodyne lança un vaste plan marketing. Fabrication de produits destinés au grand public à partir de matériaux dont certains liquides extraits de la créature. Voici une liste de ces produits. Coca-Cola Earthrobe. Lancé le jour de la Saint-Valentin 1985, en édition limitée, le Coca-Cola Earthrobe eut un tel succès que la boisson rejoignit la gamme permanente en 1986. Son ingrédient principal venait d'une lest amniotique prélevée dans des glandes situées près du cœur du Mystery Flesh Pit. Les propriétés aphrodisiaques étaient fortement atténuées par dilution, mais la boisson devint vite célèbre pour ses effets enivrants, inhabituels. Son goût était décrit comme spiritueux et sucré, avec des notes d'amaretto et d'eau de rose, avec une légère odeur phéromonale. AG1, technologie d'interface avec tissu organique. En 1984, Anodyne lança le premier superordinateur de bureau, intégrant une interface neuronale issue du tissu nerveux du Permian Basin Superorganism. Conçu pour un usage domestique et professionnel, il marquait une nouvelle ère informatique, proposée à un prix étonnamment abordable. Produit d'entretien bio-organique. Une molécule organique issue du superorganisme permit la création d'une gamme de nettoyants. Le Yellow, détergent doux mais puissant, adapté au coton, nylon, soie, spandex et fourrure. Le Blue, nettoyant multisurface, efficace contre la crasse à base d'huile sur métaux, plastique et composite. Et le Green, solvant industriel à base d'hydrocarbures naturels pour les salissures extrêmes. Disponible en poudre et en suspension liquide, tous fabriqués aux États-Unis avec des ressources renouvelables bio-organiques. Vita Salve, gel d'amélioration cognitive, produit pharmaceutique censé inverser le vieillissement, stimuler la santé mentale et l'énergie, avec des effets anti-rhumatismales, antiseptiques, antidépresseurs, anti-inflammatoires, analgésiques, formulé à partir de distillats de ballast. Et pour finir, le Geospa, un spa domestique luxueux utilisant du ballast du superorganisme, avec chauffage électrique, pompe à 2 vitesses, filtration haute efficacité, 6 hydrogés réglables et télécommande étanche, installé par des techniciens d'Anodyne, livrés prêts à l'usage. Anodyne déploya une campagne publicitaire massive, panneaux urbains, routiers, journaux, hôtels, accroche-portes. La machine commerciale était lancée. En 1990 et 2000, ce fut l'âge d'or du parc. Les aménagements dans la créature se multiplièrent. Sources thermales amniotiques, nouveaux véhicules pour explorer le gouffre en sécurité, expéditions accrues et ouverture de nouvelles zones, implantation de chaînes de restaurants rapides dans les structures internes d'Anodyne. Le parc affichait complet en permanence, attirant des foules émerveillées par la possibilité de contempler l'incroyable, en toute sécurité. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car en réalité, le Mystery Flesh Pit était bien plus dangereux qu'il n'y paraissait. En entrant dans le parc, des lois strictes s'appliquent et doivent être respectées. Des panneaux signalent les dangers et rappellent les règles à suivre. Un kiosque présente également les membres de l'équipe sous le slogan « Visages amicaux ». Rencontrez les personnes qui travaillent dur pour rendre votre visite au Mystery Flesh Pit National Park sûre, saine, éducative et, surtout, amusante. Garde du parc, cœur du National Park Service, assure la sécurité des visiteurs. Garde interprète, informe sur la culture et la faune,
anime des présentations éducatives au centre des visiteurs ou sur des sentiers restreints. Garde-guide mène des excursions dans des zones normalement fermées au public. Garde-médecin fournit les premiers soins et l'assistance médicale en toute zone. Technicien entretient ascenseur, éclairage, signalisation et passerelle. Ingénieur de sentier conçoit et maintient les chemins. Surveilleur, astronaute des profondeurs qui explore les zones inconnues et s'occupe des expéditions pour percer les mystères des abysses. Ouvrier construit et entretient passerelles, plateformes et structures touristiques. Mineur extrait des ressources précieuses en respectant des protocoles stricts. Scientifique ventériobiologiste, hydrologue, géologue étudie et préserve le site. Et vous, explorateur, en entrant dans la fosse, vous devenez explorateur. Votre mission, préserver l'intégrité de ce parc, joyau des parcs nationaux américains, pour les générations futures. Au cas où, des bornes téléphoniques AT&T résistantes aux conditions extrêmes du parc sont intégrées. Elles sont constituées d'un écran vidéo multilangue avec instructions pas à pas, un stock d'eau potable et de propane gratuit pour réchauffer boissons ou repas, et un projecteur halogène puissant pour les zones sombres et humides, avec bien sûr un téléphone fixe intégré. Passons à présent à la vie dans l'entité. Le super-organisme est colossal. Son extrémité n'a jamais été atteinte. Comme un corps humain abrite des bactéries, virus, parasites et autres micro-organismes, celui-ci héberge une flore et une faune à son échelle, gigantesque. Copépode abyssal, immense crustacé des profondeurs surnommé Yogak, des abysses, atteignant jusqu'à 6 mètres, carapace chitineuse, sécrétion cireuse, résistante aux armes, même électriques. Prédateur secondaire, il évite zones éclairées et fréquentées. Ses appendices rappellent des mains humaines. Ontes amorphes. Tridécapode mésogléal, quasi-vertébré à 13 appendices, 12 pattes plus un museau. Cette créature perce les vaisseaux sanguins, aspire le sang, puis scelle la plaie avec de la résine. Il est capable de détecter des champs électriques et a une carapace ferromagnétique servant à communiquer. Cette espèce n'est pas venimeuse, mais elle est responsable d'électrocutions accidentelles, puisqu'il est facile de confondre un câble avec l'un de ses appendices. Chouette allaitante. Oiseau rare vivant dans les profondeurs. Sa respiration est bruyante, son cycle de vie est très court et est probablement d'origine aviaire. Elle naît dans un cocon et est parfois confondue avec sangsue des aquifères. Ressemble à une sangsue pouvant aller jusqu'à 2 mètres, dotée de protubérances muqueuses filtrant humidité et nutriments. Cette créature rejette une eau pure qui est utilisée pour le traitement de l'eau et la recherche médicale d'anodine. Macrobactéries. Des organismes multicellulaires de 4 mètres vivant en colonies près de zones nutritives. Leur reproduction est rapide. Heureusement, elles sont passives, sauf en cas d'intrusion où elles attaquent par strangulation et sécrétion corrosive. Faune et surface composée. Cas rares où des créatures de la fosse fusionnent avec des animaux terrestres, voire des humains, créant des amalgames vivants. Les premiers explorateurs utilisaient un compas magnétique et un baromètre pour déterminer direction et profondeur dans l'organisme. Anodine améliora ce système pour créer un gadget de localisation interne. Ensuite, pour la sécurité, ils créèrent l'Anatomical Environment Multitool, un fusil laser à dioxyde de carbone, capable de découper la chair et de percer l'exosquelette des créatures dangereuses. Initialement un outil de construction, elle est devenue l'arme défensive des employés. Pour les zones complexes, ils inventèrent le Stand Frames Compacts, un dispositif permettant d'avancer dans les zones à forte contrainte biologique. De plus, pour la sécurité, Anodine a choisi d'exposer à l'intérieur du parc des archives d'un ancien incident, afin de rappeler la nature dangereuse et parfois horrible du lieu. Le chim de clown du cirque. Pas de quoi rire. À première vue, cette formation calcifiée ressemble à un gâteau d'anniversaire glacé, recouvert de glaçage coloré. En réalité, elle est le résultat d'un drame survenu en 1976. Lors d'un spectacle, un groupe d'artistes de cirque se produisait sur une plateforme située au-dessus de la partie supérieure de l'entrée énigmatique. Soudain, la structure céda, précipitant les artistes dans un puits vertical qui les entraîna dans un tube œsophagien interne de la fosse. Les sécurités arrivèrent trop tard. Les victimes avaient été digérées jusqu'aux os par l'acide gastrique. L'équipe de récupération remonta une partie des restes, mais la majorité de la matière corporelle avait déjà été absorbée par la paroi interne. Au fil du temps, graisse et minéraux osseux se sont combinés pour former une masse calcifiée, le chim de clown de cirque. Bien qu'issue d'un accident humain, cette formation est devenue un rappel sinistre. Rester sur les sentiers sécurisés et les plateformes balisées est vital lors de la visite du Mystery Flesh Pit. Anodine,
utilisa cet exemple et ses supports éducatifs, affirmant avoir retenu la leçon et plaçant la sécurité au sommet de ses priorités. Mais l'événement tragique qui suivit prouva que ce n'était malheureusement pas le cas. Le parc construit au-dessus de la super-entité se préparait à accueillir un concert et un feu d'artifice pour la fête de l'indépendance. En début de soirée, des pluies torrentielles forcèrent l'annulation. Pour compenser, la direction repoussa exceptionnellement la fermeture du parc de 20h à minuit le lendemain. Une pompe située dans un ravin de sable devait évacuer l'eau pour éviter l'inondation. Vers 21h30, le système central détecta sa panne. Un relais avait grillé, conséquence d'une surcharge électrique liée aux travaux miniers et à l'ouverture récente d'une extension. Une fois sur place, les équipes constatèrent que les sacs de sable étaient saturés et que l'eau se déversait actuellement dans les conduits respiratoires de la créature. Une coupure volontaire de 45 secondes fut effectuée pour rétablir le courant, mais sans avertir le public, ce qui provoqua un afflux massif de touristes vers la télécabine. La coupure entraîna une réaction brutale de la super-entité. Une contraction de l'œsophage due à l'asphyxie partielle, ce qui causa une panne électrique totale pendant 31 secondes. Les supports hydrauliques perdirent leur pression, se déformèrent, puis, au retour du courant, se repositionnèrent violemment, cassant 2 des 6 supports du centre inférieur, ce qui inclina le bâtiment et stoppa la télécabine. Une nacelle se décrocha et s'écrasa, tuant plusieurs passagers. D'autres, tentant de fuir sur le câble détrempé, chutèrent dans un puits d'accès menant aux profondeurs, où ils périrent noyés et digérés. L'agitation interne s'intensifia, provoquant un séisme ressenti dans tout le Texas, magnitude estimée à 4 sur l'échelle de Mercalli, voire 12 localement. Des membres percèrent le sol jusqu'à 120 km de l'entrée. À 10h12, pris par la panique, Anodine prit l'initiative d'injecter 20 000 litres de narcotine, un sédatif expérimental. Saturée d'eau de pluie et piquée à la narcotine, la créature réagit violemment. Elle brisa la jonction reliant le centre inférieur au sol et exerça une pression destructrice dessus. Un sphincter interne s'ouvrit, projetant une boue caustique de chyme, mélange de déchets digérés et de suc acide pendant plusieurs minutes. Le liquide corrodait les matériaux, dissolvait les vêtements et digérait la peau, tout en causant des brûlures chimiques profondes et la destruction des voies respiratoires. Les vitres alentour volèrent en éclats et une odeur irritante se propagea jusqu'à Odessa. Le cauchemar ne faisait qu'empirer. Les mouvements de l'entité créaient une panique de la faune. Des véhicules de safari furent attaqués par des créatures indigènes. Les occupants furent mutilés et partiellement dévorés. 3 véhicules d'évacuation tentèrent de fuir, mais un fut écrasé par des contractions péristaltiques et 2 glissèrent plus bas et furent entraînés dans le système digestif, causant une mort lente par digestion. Un groupe de mineurs courageux escorta 2 véhicules jusqu'à la sortie, sauvant plusieurs dizaines de personnes, mais malheureusement, ils n'étaient pas les seuls à sortir. Et il fut encerclé et tué par des créatures. À 11h05, le centre d'accueil inférieur fut entièrement détruit. Les secours découvrirent des survivants gravement brûlés, mutilés ou à moitié digérés. Dans la nuit, 3 créatures indigènes émergèrent en surface, attaquant un groupe de rescapés. 7 personnes furent lacérées et mourut. 15 autres furent blessées avec des fractures ouvertes ou amputations partielles. Elles furent abattues en 6 minutes par le personnel armé. Au matin, malgré la mise en place d'un hôpital de campagne et l'intervention de la FEMA, 38 personnes quittèrent les zones sécurisées pour retrouver des proches dans la fosse. Aucune ne revint. Bilan officiel. 750 morts par écrasement, attaque animale, brûlure chimique, asphyxie ou digestion. 1800 blessés graves. Plus de 18 000 habitants touchés par les projections acides, avec des problèmes respiratoires, hémorragie interne ou hallucinations. Destruction des installations du parc, environnement interne rendu hostile et fermeture définitive du site. On pourrait croire qu'en une seule erreur, Anodine avait tout perdu, mais en réalité, l'incident du 4 juillet 2007 n'était pas sa première faute. L'enquête ouverte pour comprendre la catastrophe révéla une organisation interne désastreuse. Pendant 8 ans, avant le drame, l'entreprise avait reçu à plusieurs reprises des recommandations internes visant à prévenir les défaillances dues à la corrosion chlorhydrique, proposant une inspection complète de chaque composant de l'infrastructure interparc afin de remplacer des matériaux vulnérables. Ces mesures ne furent jamais appliquées efficacement. Un rapport interne du 30 septembre 2004 rédigé par les métallurgistes d'Anodine préconisait des stratégies d'inspection actualisées.
mais elles restèrent lettres mortes. De nombreux composants structurels et mécaniques clés restèrent au service jusqu'à leur défaillance le 4 juillet 2007. Ils découvrirent également le manque de sécurité d'Anodine qui contribua directement à l'incident. Ils avaient la fâcheuse tendance de prioriser les données aux activités touristiques et minières, même en conditions dangereuses. Des documents prouvant la réticence croissante des employés à utiliser leur droit d'arrêt de travail ont été trouvés. Et ils découvrirent également qu'Anodine faisait des maintenances insuffisantes et l'équipement avait dépassé le stade de dégradation. La conclusion du CGR fut sévère. Le rapport officiel conclut que l'incident révélait une gestion des risques fragmentée, où la mise en œuvre des mesures de sécurité dépendait de responsables cherchant à réduire la surveillance pour éviter des pertes financières. Ce manque de vigilance et de communication interne entraîna une sous-estimation des capacités réelles de la superentité, l'utilisation d'aconitine concentrée sans étude ni approbation, provoquant la réaction violente qui causa plus de 750 morts, et l'activation de la mesure d'urgence sans test préalable, déclenchée sans coordination et endommageant des composants minéraux essentiels. Suite à cette conclusion, Anodine fut dissoute pour ne pas payer les restrictions. Le parc fut mis en quarantaine et les produits Anodine furent retirés du marché, officiellement par manque de matériaux et officieusement pour éviter la polémique. La fête était finie. Actuellement, le super individu reste actif. Sa respiration est audible jusqu'à Abilène et ses mouvements d'appendice provoquent parfois tremblements de terre et rejets organiques. Le 14 août 2018, un déplacement de l'appendice nord-est força plusieurs villes à évacuer. Les habitants exposés subirent maux de tête, hallucinations, fièvres et troubles cognitifs. Mais pendant que certains fuient la bête, d'autres l'acceptent et l'idolâtrent. Une secte voua un culte à la fosse émergea, entraînant plusieurs suicides collectifs. Plus tard, alors que la catastrophe s'effaçait peu à peu des mémoires, Anodine réapparut sous une nouvelle identité, PBRSCC, Permian Basin Recovery Corporation. L'entreprise recentra son activité sur l'exploitation commerciale et grâce au lobbying, obtint en 2021 un report indéfini de ses obligations financières. En 2022, elle ouvrit Cénoval, un spa installé à l'intérieur même du superorganisme. Malgré les mesures de sécurité et les équipements installés, la peur demeure qu'un réveil complet de la créature puisse survenir. Dans de rares cas, des visiteurs ou employés entrant en contact avec certaines substances ou organismes de la fosse subissaient une fusion biologique. Ce phénomène appelé convergence pouvait amalgamer tissus humains et animaux indigènes, voire des structures organiques totalement étrangères. Le résultat donne une masse vivante composite, avec parfois des organes humains fonctionnels, même intégrés dans un corps difforme incapable de survivre seul. Les victimes souffraient en permanence, douleurs nerveuses, désorientation sensorielle. Dans certains cas, ils étaient partiellement conscients de leur état. Des tentatives de traitement par Anodine et Baylor Medical Center ont eu lieu en fin d'année 80. Un protocole expérimental avait pour but d'extraire les organes intacts, priorité au cerveau et à la moelle épinière pour préserver cognition et personnalité. Il y avait aussi certains retraits d'autres organes viables pour préparer la reconstruction d'un corps. Par la suite, ce qui était récupéré était placé dans du liquide amniotique prélevé sur le superorganisme pour activer une régénération cellulaire. Après que l'humain soit recréé correctement, ils intégraient des prothèses mécaniques comme des caméras à la place des yeux et parfois des interfaces cerveau-ordinateur pour reconstruire le cerveau. En tout, il n'y a eu que 6 survivants sur tous les cas tentés. Mais même sauvés, les conséquences étaient désastreuses. Mobilité réduite, dépendance à des systèmes mécaniques encombrants, coûts d'entretien exorbitants menant parfois à la faillite des familles. Après la dissolution d'Anodine, ces survivants furent placés sous responsabilité gouvernementale. Leur sort reste classifié. Le parc a connu plusieurs rumeurs, mais une ressortait du lot. Pendant des années, guides et visiteurs racontèrent avoir vu dans les profondeurs des silhouettes humanoïdes et entendu des voix aux intonations liturgiques. Certains surnommaient ces formes mystérieuses Abhuman ou hommes à moelle. Elles furent officiellement classées comme folklore marketing destiné à entretenir le mystère du site. Pourtant, au début des années 80, lors de l'installation de câbles télécom, il découvrit un conduit fossilisé d'1,2 m de diamètre, menant à une zone inconnue. L'exploration dura 4 heures, et il y a eu plusieurs découvertes troublantes.
un organe bloc de la taille d'un torse fut trouvé fixé à la paroi. Un amas d'os étrange, daté d'environ 3000 ans, fut collecté. Ils étaient différents de toute espèce connue. Certains os étaient proches de l'anatomie humaine, mais gravement anormaux. Des hypothèses ont vu le jour. Certains mettaient en avant les effets de l'environnement sur l'homme, comme sur les autres espèces. Est-ce que ces squelettes étaient des humains modifiés vivant dans la créature depuis des milliers d'années, ou alors un humain ayant fusionné avec un parasite? Par la suite, après plusieurs recherches, il conclut qu'une espèce humanoïde pourrait potentiellement vivre à l'intérieur du superorganisme en ce moment même. Donc si vous entendez une voix, assurez-vous qu'elle provient d'un véritable humain. Les recherches ont confirmé que le parasite Amorphous shame est issu d'une évolution régressive. Un petit mammifère qui, au fil du temps, a perdu forme, organes et autonomie pour devenir un organisme mou et parasite, totalement intégré au système interne du Mystery Flesh Pit. Lancé en 1977 grâce à une alliance américano-soviétique, le projet Freefall mobilisa ingénieurs, agents gouvernementaux et spécialistes du parc. En 1979, le lieutenant Valeria Krishenko, pilote des forces aériennes soviétiques, fut sélectionné pour mener l'expédition à bord du véhicule Koronit, accompagné d'une équipe scientifique. Objectif, documenter et analyser un maximum de données au cours d'une descente sans précédent. Voici la chronologie de la mission. Jour 1. Début de la descente. Valeria et son équipe sont placés dans le Koronit. La descente va à présent débuter. Jour 12. Les 10 km ont été franchis. Jour 18. Rencontre avec un macroparasite inconnu qui s'enfuit avant toute observation complète. Jour 27. Passage du gouffre du firmament mésogléatique. Un camp de base avancé est établi, puis une plaque cartilagineuse dense est percée à l'explosif. Jour 31. Descente d'un véhicule monoplace à travers le Blue Tissu piloté par Krishenko. Après 5 minutes, dans la zone inconnue, les communications cessent. Le Koronit détecte alors une forte traction sur le câble. À 6h02, la capsule remonte. La verrière a été brisée vers l'intérieur. La pilote est absente et des traces de sang sont présentes dans le véhicule. La recherche est impossible sans un appareil capable de traverser à nouveau le Blue Tissu. Lieutenant Krishenko est présumée morte. L'équipe restante abandonne l'exploration et entame la remontée qui dure 22 jours. Le 6 décembre 1979, le Koronit regagne la station de base inférieure. Le projet est officiellement déclaré réussi. Les découvertes sont phénoménales, telles que cette photo prise par le lieutenant Krishenko de la zone nommée zone exotique qui se trouve de l'autre côté du tissu bleu. Cependant, les États-Unis envisagent ensuite le largage d'une bombe nucléaire pour détruire la fosse, craignant qu'il s'agit d'un danger pour l'humanité. Mais cette option est finalement abandonnée au profit de la création du parc. Lorsque le Koronit est revenu à la surface, ils ont pu récupérer des morceaux de la zone exotique qui s'étaient attachés sur le véhicule. Alors qu'ils pensaient avoir tout récupéré, une dernière photo fut découverte. Selon les analyses, elle mesure environ 500 mètres de large, flottant dans la couche exotique. Les dégâts sur la capsule suggèrent que cette chose est à l'origine de la disparition de la pilote. La sonde Orbiter a révélé un fossile de quartz cristallisé de 2 mètres d'épaisseur, en forme de flocon de neige, rappelant la structure du superorganisme permien. Ce fossile vieux de 300 000 ans contenait des traces d'hydrazine, suggérant qu'un puits similaire ait existé sur Vénus, avant d'être détruit ou déplacé. Pour rappel, le corps retrouvé dans les puits des abhumains présentait un squelette difforme, renforçant l'hypothèse d'une origine extraterrestre. Si cette théorie se confirme être vraie, cela signifierait que la super-entité pourrait un jour quitter la Terre pour rejoindre une autre planète. Vénus étant aujourd'hui inhabitée, On peut en conclure que son réveil pourrait entraîner l'annihilation de l'espèce humaine.